Je disais qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour définir le psychisme et la psychologie. Cela peut entraîner de nombreuses incertitudes. La diversité des termes par lesquels le psychisme est appelé amène ceux qui essaient de penser rationnellement à se demander si cette réalité existe vraiment. On ne peut justifier une réalité que par sa forme de manifestation. C'est pourquoi je propose de partir d'un point de repère de bon sens. Psychisme signifie âme. C'est l'origine étymologique de ce mot. Au-delà de tous les mots, le fort besoin d'affirmation de soi, que chacun de nous ressent, est une preuve évidente de l'existence de cette réalité. Elle est même l'essence de notre être. C'est mon opinion, aussi dans de nombreuses expressions culturelles. Je cherche à exprimer ces idées de manière synthétique. Pour moi, c'est amusant de se promener parmi ces tentatives de définition d'une réalité, que chacun de nous la ressent, mais lorsque nous essayons de lui donner une forme théorique et scientifique, elle semble jouer avec notre intelligence rationnelle. En ce sens, je donne un exemple que j'ai trouvé sur Wikipédia. Essayant de définir ce qu'est le psychisme, Yvon Bray, philosophe français et professeur universitaire émérite, propose cette définition. On appellera psychisme ce qui est l'objet de la psychologie. Même s'il attire l'attention que La prise en compte des limites et des principes de la psychologie sont eux-mêmes problématiques. si nous extrayons la forme abstraite de ce schéma proposé par le professeur et l'appliquons à un autre domaine, alors nous pouvons définir la nourriture comme un objet d'activité dans la cuisine. Et puis si on essaie d'y faire du ciment, sûrement la cuisine révélera ses limites des principes et on trouvera qu'ils sont totalement insuffisants pour faire du ciment là-bas. Bon, sincèrement je n'ai rien lu des écrits de ce monsieur Yvon Bray, j'ai pris cette citation de Wikipédia. Je n'ai donc aucune autre preuve que Bray a réellement dit cela, mais prenons l'idée au sérieux et analysons-la logiquement. Dans ce texte, les rôles que joue la psychologie et le psychisme dans la réalité historique sont inversés. La psychologie n'est apparue qu'au XIXe siècle, c'est donc une science très jeune. Alors que l'intérêt pour le psychisme humain a émergé à l'aube de la civilisation. Cet intérêt est étroitement lié à l'émergence du langage et de la conscience. La psychologie n'a donc pas inventé le psychisme, loin de là. Il y a tellement de théories psychologiques et chacune ne présente qu'une facette de cette réalité. C'est quelque chose de normal pour une réalité que chaque individu humain présente à sa manière. Parce que la subjectivité est une caractéristique de notre âme. L'homme, dès l'aube de l'histoire, à partir du moment où il a découvert le langage et ressenti la vibration de la conscience, s'est posé la question de qui il est, quel est le monde dans lequel il vit. Et ayant inscrit en lui l'instinct de conservation, il a cherché à s'adapter à la dynamique des forces naturelles. L'intelligence signifie avant tout l'adaptabilité. C'est pourquoi l'homme a cherché à savoir quelle est la position appropriée par rapport aux forces de l'univers, et pour cela, il avait besoin de se connaître lui-même. Dès le début, la nature lui a dit « Je te donne tout ce dont tu as besoin, mais tu dois pouvoir le prendre toi-même. » Cet intérêt est donc très ancien, la psychologie ne l'a pas inventé. Il se trouve déjà dans le plus vieux livre de l'humanité, Rig Veda. Nous sommes des brahmanes, C'est-à-dire nobles, parce que nous chantons des mantras. est une idée apparue là-bas. Et cet livre présente déjà le schéma archétypal de l'homme et ses relations avec les forces universelles. Les mantras qu'il chante ne sont qu'un moyen de dialogue métaphorique avec ces forces naturelles que les sages védiques personnifient. Il y a là un secret don. Si nous le comprenons, on peut bénéficier même dans les conditions actuelles. Fait intéressant, si on s'adresse personnellement à nos parties psychiques, elles réagissent. La psychothérapie moderne le confirme.
Les Védiques le savaient déjà il y a des milliers d'années, et quand j'ai commencé à lire le Rig Veda, j'ai trouvé un fil culturel qui est resté vivant à travers l'histoire. Il nous donne un message important sur ce qui nous sommes au cœur de notre être. Quand j'ai décidé de lire le Rig Veda, j'ai aussi trouvé le livre de Sri Aurobindo, Les secrets des Védas, qui utilise la psychologie occidentale comme clé pour décoder les métaphores présentées dans les hymnes védiques. Sri Aurobindo était indien de naissance mais a fait ses études universitaires en Europe. On pourrait se demander si cette méthode d'interprétation est-elle vraiment appropriée ? Je ne sais pas si elle respecte les intentions des sages védiques, mais cela nous donne certainement une solution pour exploiter la dotation artistique préservée dans le Rig Veda. Les sages védiques ont réussi à présenter le schéma archétypal de l'homme, c'est-à-dire l'homme comme un être générique. Et cela n'est possible qu'à travers le langage métaphorique. Parce que la métaphore a la grande qualité de rester vivante, au-delà des schémas des époques historiques. Elle ne nous donne qu'un schéma utile pour ordonner nos pensées. Une bonne métaphore suggérera un contact avec un principe et une valeur universelle. Donc, si nous le reconnaissons en nous-mêmes, nous activons exactement l'énergie de cette énergie universelle. Les informations sont mises à jour à chaque fois par celui qui revit ce schéma et y met son propre contenu. De cette façon, la métaphore nous enrichit spirituellement, car nous avons la liberté d'interprétation et d'exprimer notre authenticité, et ainsi, l'expérience de la lecture d'un tel livre devient vivante et nous donne automatiquement quelque chose. Ce sont les livres saints à travers lesquels on peut se retrouver soi-même. Dans toute pratique spirituelle, on cherche cela. Chaque individu humain veut se retrouver et comprendre la signification de sa vie. Chaque personne humaine se demande si sa présence compte. La réponse alimente la reconnaissance de la valeur personnelle. Et le sentiment de la valeur personnelle est quelque chose de très profond. Ses racines se trouvent précisément au centre de l'être, c'est ce que chacun de nous ressent instinctivement. Et de cette façon, ce sentiment est la preuve la plus solide de l'existence de l'âme. Et le fait que la psychologie utilise le terme psychisme ne fait que nous aider à ordonner la richesse des qualités que nous offre notre âme. Et pour cela il faut des mots pour donner un nom à chacun de ces pouvoirs internes. Ainsi, nous pouvons communiquer avec eux et les contrôler. On peut se contrôler soi-même, on peut développer nos capacités pour mieux s'adapter par rapport à l'environnement. Je disais déjà que nos énergies psychiques répondent à des messages personnalisés. Notre subconscient fonctionne à un niveau énergétique, mais il pense concrètement. Pour communiquer avec lui, nous devons lui parler le plus précisément possible, en nous appuyant sur la réaction vive du processus psychique que nous ressentons. Il a besoin de cette manifestation concrète de processus psychique. C'est pourquoi la psychologie cherche à nommer ces processus. De cette façon, on a la possibilité d'intervenir efficacement dans l'harmonisation de nos énergies. C'est de là que vient cette multitude de termes. Mais pour réellement travailler sur soi-même, nous avons vraiment besoin de comprendre le sens des termes que nous utilisons. C'est pourquoi, parmi la multitude de termes psychologiques qui circulent à travers les différentes théories psychologiques, nous devons choisir ceux qui nous représentent et auxquels nous reconnaissons le sens lié à nos propres réactions. Je suis habitué aux termes de la psychologie académique. Mais je n'ai rien contre les termes folkloriques, tant qu'ils parviennent à définir correctement une réalité psychique détectable par des réactions réelles. C'est pourquoi pour chaque exercice pratique que j'ai créé, j'ai écrit un texte théorique, dans lequel j'explique les processus psychiques qui s'activent à travers ces méditations. Cela renforce la valeur de ces exercices. Car ce qui active la responsabilité du praticien. Prendre ses responsabilités est la clé de la réussite personnelle.